Animé News. Salut à tous, c'est Alex, je vous remercie de nous suivre sur Generic Kids. Il est l'heure de votre rendez-vous hebdomadaire avec l'animation japonaise, avec le manga, c'est l'heure d'Anime News. Et pour ce 193e Anime News, une petite absence d'une semaine, voici quelques revues manga de chez Glénat, de chez Panini, de chez Soleil Manga, et nous terminerons en beauté avec une interview. J'ai rencontré pour vous Iker Bilbao, responsable éditorial aux éditions Soleil Manga. Et c'est avec tristesse que je démarre ce 193e Anime News pour rendre un hommage à deux comédiens de doublage qui nous ont quittés la semaine dernière. Caroline Beaune était la voix française de Dana Scully dans X-Files et de Lynette Scavo dans Desperate Housewives, entre autres bien entendu. C'était une grande comédienne, chaleureuse, humaine. Toutes nos pensées vont bien sûr à ses proches, et nos pensées vont également vers les proches de Thierry Redler qui nous a quittés le week-end dernier. Il avait été pour les dessins animés la voix de Shurato, il avait également doublé dans À plein gaz, il avait débuté dans une émission pour jeunesse, Salut les Mickey, et puis il était l'interprète du rôle de Marc dans Les filles d'à côté, une série d'AB Productions. C'est donc avec émotion qu'on se souvient d'eux, et bien entendu, nos pensées vont vers leurs proches et leurs familles. Il est l'heure à présent de feuilleter et même de dévorer quelques mangas. Je commence cette revue, ces chroniques avec les éditions Glénat et une série assez ancienne mais qu'on découvre seulement maintenant en France. Il s'agit de Kamikaze Kaito Jeanne. Le tome 1 de ce shoujo est sorti pour la Japan Expo, c'était le 2 juillet. Il est signé par Arina Tanemura. Et avec ce titre, on suit les aventures de la jeune Maronne, qui est en fait la réincarnation de Jeanne d'Arc, et qui, grâce à un ange, va se transformer pour combattre des démons. Commence alors pour elle une carrière de justicière qui n'est pas sans rappeler Sailor Moon. Le style graphique d'ailleurs est proche de Sailor Moon, des séries de ces années-là. Même s'il ne révolutionne pas le genre, on passe un bon moment avec de l'humour aux côtés de Jeanne. C'est une nouvelle justicière donc, toute droit venue des années 90 chez Glénat, disponible depuis le 2 juillet. Ça s'appelle Kamikaze Kaito Jeanne. C'est une séquence nostalgie cette semaine chez Glénat, c'est ce que je vous ai sélectionné, et je remonte encore plus loin cette fois-ci avec Cyborg 009, signé par le très grand Shotaro Ishinomori, un manga sorti tout droit des années 70 dans la collection Vintage de chez Glénat qu'on apprécie vraiment, et Cyborg 009 avec son style graphique vous rappellera bien sûr toutes les séries de ces années-là. Avec ce 16e tome de Cyborg 009, on rentre dans une période glaciaire pour notre planète. C'est en tout cas ce que se demande 006 et le professeur Gilmore. Ils vont d'ailleurs s'aventurer dans les hauteurs glaciales d'une montagne pour aller à la rencontre d'une déesse qui serait à l'origine de cette période de glaciation. Visiblement, il n'en est rien et un nouveau mystère se présente à eux. C'est bien entendu toujours aussi rythmé, toujours aussi captivant. De l'action, de l'aventure, du mystère, du cyber et une mise en page toujours impeccable. Cyborg 009, c'est vraiment un très grand classique du manga. C'est signé par Shotaro Ishinomori, un des pionniers du manga. Et d'ailleurs, si cet été vous êtes de passage au Japon, ne manquez pas de faire un tour à Miyagi, puisqu'un musée est carrément dédié, un musée qui s'est monté en 2001, est carrément dédié à Shotaro Ishinomori. Cyborg 009, c'est donc votre manga vintage de l'été à lire en terrasse, en plage, où vous voulez. Allez, dernier manga Glénat pour cette semaine. Je vous replonge cette fois-ci dans les années 90 avec Kenshin, le vagabond Kenshin, qui fait son retour. Il l'avait déjà fait en 2012 avec un nouveau film. Un film qui est aujourd'hui adapté en manga par son auteur Nobuhiro Watsuki. Il avait juré, il ne reviendrait pas sur l'histoire, et pourtant c'est chose faite. Le premier des 2 tomes de ce manga est sorti le 2 juillet dernier chez Glénat à l'occasion de la Japan Expo.
Le manga reprend la trame bien sûr et l'histoire du scénario proposé pour le film, et puis Kenshin Restauration nous permet également de nous replonger dans la genèse de Kenshin, ou plutôt dans les premiers épisodes, les épisodes 0, histoire de revoir les origines du héros avec bien sûr un design entièrement retravaillé. C'est un titre qu'on apprécie toujours autant, un shonen qui n'a pas pris une ride, remis au goût du jour avec cet épisode 0 et cette histoire du film. Et puis, l'auteur s'exprime même à la fin du manga à travers paroles libres, ce qui permet de comprendre justement le cheminement vers ce Kenshin Restauration. Néophytes et amis du vagabond, vous avez tous rendez-vous grâce à Glénat avec Kenshin Restauration depuis le 2 juillet. Un mystérieux symbole, un destin singulier et un projet mûri depuis l'enfance. Voici ce qui vous attend chez Panini pour un manga que je vous conseille vraiment, qui est ressorti en édition Deluxe au mois de juin. Il s'agit de 20th Century Boys, signé par le talentueux Naoki Urasawa. Après l'excellent Monster et avant plutôt, il y a eu 20th Century Boys, signé donc par Urasawa, qui a été salué bien entendu par la critique, par les BD-philes, et qui est devenu assurément une valeur sûre du manga. Panini le ressort en édition Deluxe. Le premier tome assez volumineux est donc sorti au mois de juin, histoire donc de se replonger dans ce destin absolument hallucinant de ce groupe d'enfants, de ce groupe d'amis qui a aujourd'hui bien vieilli et qui va devoir affronter son passé. Le succès de 20th Century Boy est amplement mérité, il n'est pas usurpé, tant au niveau de l'histoire bien entendu, qui est une caractéristique et une constante d'Urasawa, une histoire vraiment bien ficelée, écrite avec minutie et avec brio tout simplement, et puis son dessin qui parfois se rapproche du trait occidental des bandes dessinées BD franco-belges et qui séduira bien entendu un maximum de lecteurs. Que vous ayez vu ou non les longs métrages adaptés bien sûr de ce manga, vous pouvez vous replonger dans ce titre qui a marqué l'histoire du manga 20th Century Boys. C'est chez Panini, c'est signé Naoki Urasawa et c'est l'édition Deluxe. Pour terminer cette animé news à présent, je vous parle de Soleil Manga avec 2 titres qui sont sortis à l'occasion de la Japan Expo au mois de juillet, donc début juillet. Le premier s'adresse plutôt aux adultes, aux ados et aux adultes. Il s'agit de Prison School, premier tome d'un manga signé par Akira Hiramoto, un manga qui est toujours en cours au Japon, qui compte déjà 11 tomes et qui nous plonge dans les méandres de la cruauté féminine. Des satires qui sont délicieuses, et bien c'est une école un peu spéciale, un lycée, c'est le lycée Hachimitsu, qui est un ancien lycée pour jeunes filles, c'était d'ailleurs un des meilleurs lycées de tout l'archipel nippon, et puis pour une fois, cette année, on y intègre quelques garçons. Le ratio est spécial, un garçon pour 200 filles, certes, autant vous dire que les hormones se déchaînent et que forcément les garçons font énormément d'espoir pour aller mater ou pour aller pêcher des nanas. Eh bien, ils vont être bien punis puisqu'en effet, les profs sont des femmes qui ne se laissent pas faire, autant vous dire que le cauchemar commence pour ces jeunes hommes qui se sont permis d'espionner leurs camarades. Si vous avez aimé Nozoki-hana, vous serez ravis. Si vous appréciez le fanservice, vous serez aux anges. En tout cas, ce manga regorge de scènes coquines. Les dessins sont très réussis. Ces ados vont en baver, et vous aussi, mais pas pour les mêmes raisons. C'est chez Soleil Manga Prison School, tome 1, qui vous attend depuis le mois de juillet pour remplacer la chaleur du soleil de l'été qui se fait un peu trop attendre. Chez Soleil Manga, toujours du shoujo avec un manga signé par Pedoroto Ryumi. Il est intitulé 100 Demons of Love, premier tome donc d'une série qui en compte déjà 3 au Japon et qui nous fait suivre le quotidien de Coco, une jeune fille de 15 ans qui voit des fantômes. Les fantômes, les spectres, elle y était habituée bien entendu, mais ce qui va être nouveau un beau matin, c'est de rencontrer des démons, des frères qui sont absolument divins, terriblement beaux. Ils s'appellent Léo et Toa et ils ne vont pas lui lâcher la grappe.
Les atouts de Coco, c'est sa générosité puisqu'elle va venir en aide à un chien noir qui est en fait un esprit un peu agressif d'ailleurs. Mais à travers ça, elle va se lier d'amitié et peut-être plus avec les deux frères. En tout cas, elle regorge d'un pouvoir très spécial que recherchent justement ces deux démons. Coco n'est pas un canon, elle est même très gourmande, en tout cas ça ne va pas empêcher les deux jeunes hommes de se rapprocher d'elle, ils vont même emménager chez elle. C'est une belle histoire qui commence pour la jeune fille, deux prétendants rien que pour elle, deux démons pour la protéger. C'est ainsi que se déroule 100 Demons of Love, avec un brin d'humour et toujours beaucoup de romantisme. C'est un pur shoujo, c'est chez Soleil Manga, c'est signé par Pedro Toriumi et c'est sorti début juillet à l'occasion de la Japan Expo. Il est à présent l'heure de la seconde partie de ce 193e Anime News avec la rencontre, l'interview et cette semaine je vous propose le portrait d'un éditeur Soleil Manga à travers Iker Bilbao, son responsable éditorial qui a bien voulu répondre à quelques-unes de nos questions. Dernièrement, c'était à l'occasion du 15e impact de la Japan Expo. Malgré l'effervescence du festival, nous avons pu nous rencontrer, faire le point sur l'éditeur Soleil Manga qui a déjà dépassé sa première décennie, un regard éclairé et lucide sur le marché du manga et sur ses propres collections. Bonjour Iker Bilbao. Bonjour. Tu es responsable éditorial donc chez Soleil Manga. Oui. Merci de nous accorder quelques instants pour Generic Kids, pour Anime News. Pas de souci. Ma première question porte quelque part sur un bilan, sur votre parcours, puisque ça fait un peu plus de 10 ans que Soleil Manga existe. 11 ans, si je me trompe C'est ça, pas. 11 ans. Un long chemin parcouru déjà, et je voulais savoir quel regard tu portais sur le marché du manga et aussi sur votre parcours. Alors, c'est vrai qu'en 11 années, le marché du manga a énormément changé. On a connu un espèce d'âge d'or dans les années 2000 jusqu'en 2006-2007 qui a vraiment créé une forme d'Eldorado dans lesquelles de nombreux éditeurs se sont précipités, avec une explosion générale de la culture manga à travers certains best-sellers et une espèce de source non-stop de titres venant du Japon qui cartonnaient. Et depuis maintenant 3-4 ans, on a une espèce de crise d'adolescence quelque part du marché qui fait que ça s'est durci pour beaucoup d'éditeurs. Et face à ça, Soleil Manga a, mine de rien, a réussi à tenir le cap à travers différentes formes d'innovation. Et aujourd'hui, après 11 années, on est vraiment très fiers d'être déjà toujours là, parce que certains éditeurs ne sont plus là, et d'avoir pu diversifier notre catalogue et se faire connaître de plus en plus. Alors, on parlera de la diversification après, mais c'est vrai que par rapport à votre parcours, vous êtes spécialisé dans le shoujo à la base, vous avez énormément de titres shoujo. Quel regard portes-tu sur le shoujo justement et sur son développement en France ? Alors c'est vrai que déjà je suis pas seul à la direction de Soleil Manga, donc je travaille avec Johanna Ardaillon qui était déjà pendant de longues années la seule éditrice vraiment dans le milieu, puisque le marché du manga était tenu essentiellement par des éditeurs hommes qui vouaient une certaine préférence en grande majorité pour le shonen ou pour le seinen. Donc le fait d'avoir une éditrice dans notre équipe nous a permis d'assez vite dénicher des shoujo qui pouvaient rencontrer leur public, et même si on n'a pas pu obtenir des best-sellers comme Fruit Basket ou Nana, on a réussi à trouver quand même des petites perles, que ce soit des Setenu, que ce soit des titres d'Aya ou d'autres séries de cette veine-là. Et à travers ça, on a pu créer vraiment une vraie communauté autour de notre collection shoujo, puisqu'ils ont une identité vraiment propre, autant graphique d'ailleurs que scénaristique. Alors la réalité du marché, c'est qu'effectivement c'est plus facile peut-être de vendre du shonen que du shoujo. Il y a potentiellement peut-être plus de public, mais est-ce que pour vous justement c'est pas une fierté d'arriver à faire reconnaître des notes de noblesse au shoujo Alors, il faut faire très attention parce que c'est vrai que les chiffres du marché laissent à penser que le shonen s'en sort beaucoup mieux que le shoujo. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le shonen est tenu par 10 grosses licences. Les autres licences de shonen font des ventes très 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 basses et bien moindres que n'importe quelle vente moyenne shoujo. Donc proportionnellement, si on enlève les grosses licences qui cartonnent, les ventes moyennes en shonen sont parfois plus faibles que les ventes moyennes sur shoujo. C'est-à-dire que le gros avantage qu'on a sur le shoujo, et on le voit même parfois sur Japan Expo, c'est que des lectrices qui ont commencé une série
elles nous avouent ne pas aimer la série, mais elles vont quand même aller jusqu'au bout histoire de connaître la fin. Elles sont fidèles au titre. Elles sont fidèles au titre, et puis même sur le côté collection, d'avoir l'intégralité d'une collection. Là où un public masculin est donc fan de shonen, peut très facilement abandonner une série s'il n'a pas accroché tout de suite, s'il a trouvé par exemple un équivalent gratuit de façon illégale. Enfin, il y a des tas de raisons qui peuvent amener un lecteur à arrêter un shonen, là où les lectrices sont beaucoup plus fidèles. Donc finalement, le shoujo permet peut-être d'être plus périn sur la durée. En tout cas, elle présente moins de risques. On a malheureusement moins de chances de faire un très gros best-seller, mais on réduit le risque d'avoir des ventes très très faibles et donc de réaliser des accidents industriels, comme on dit. Alors par rapport à tout votre catalogue, alors il y a le shoujo, il y a le gothique aussi qui obtient un franc succès. Est-ce que vous, en tant qu'éditeur, vous avez chez Soleil Manga un coup de cœur pour un titre en particulier, un titre qui vous a vraiment percuté et que vous affectionnez particulièrement? Alors, dernièrement, moi en shoujo, le titre qui m'a le plus plu, c'est How Do You Love Me, que je trouve vraiment touchant, et dans la même veine de ce qu'on avait fait avec Seed of Love ou Next to You, qui sont des shoujo vraiment plus loin, qui vont plus loin dans les relations humaines, et qui ont une forme de complexité malgré une différenciation graphique vraiment par rapport aux autres shoujo qu'on peut usuellement publier. Et c'est vrai que moi j'ai vraiment été touché par cette histoire-là, du moins en shoujo. En gothique, alors il y en a plusieurs, mais Phantom Pain par exemple, où j'avais peur d'être déçu au fil de la lecture, et finalement je trouve que la série s'enrichit de tome en tome, et c'est un titre que j'ai vraiment plaisir à relire régulièrement. Dernièrement, il y a Aphrodisiaque aussi. Enfin, je sais que personnellement j'ai beaucoup aimé Aphrodisiaque. Aphrodisiaque, c'est vraiment donc tout l'univers de Tomomi par exemple, c'est vraiment un choix éditorial de Johanna Ardaillon, donc la co-éditrice, et qui elle est vraiment ultra fan de l'auteur. C'est pour ça que dès que l'auteur publie un nouveau titre, généralement on est positionné dessus. Vous êtes dans les rangs, dans les starting blocks. Normalement ça ne tarde pas pour qu'une offre soit partie. Moi j'y suis un peu moins sensible, très honnêtement, mais je comprends l'attrait qu'on y trouve. Par rapport à vos collections, parce que vous avez quand même effectivement un focus sur le shoujo, mais vous avez quand même des collections très diverses, et notamment la collection classique issue de la littérature classique. Alors il y a eu la Bible, il y a eu Karl Marx avec Le Capital, Confucius, même Proust avec La Recherche du temps perdu. Est-ce que c'est une volonté pour vous d'amener un nouveau public à découvrir le manga, cette collection? Oui, c'était l'idée. L'idée c'était vraiment, quand on a découvert cette petite mine d'or qu'on a inaugurée donc avec le Karl Marx, Le Capital, on s'est dit c'est vraiment l'occasion de prouver à nos parents, parce que nous-mêmes on a des parents qui étaient réfractaires au manga, de pouvoir leur prouver que le manga ce n'était pas juste des gros nichons et des têtes qui tombent ou de la violence, etc. Voilà. Et donc on avait cette opportunité là en tant qu'éditeur de casser le cliché. Et donc dans un premier temps on s'est procuré l'exemplaire japonais, puis on a fait lire à des spécialistes, notamment pour Le Capital de Karl Marx. On a fait lire à un éditeur qui était partenaire sur l'édition si vraiment le contenu était conforme à l'idéologie de Karl Marx, et il nous a convaincus sur l'idée que effectivement le titre était vraiment fidèle et une très bonne retranscription de la pensée de Karl Marx dans le Capital. Et donc dans cette voie-là, on s'est lancé tout simplement, et avec parfois plus de succès certains titres que d'autres. Oui. Quel est le titre d'ailleurs qui a eu le plus de succès? Le Capital. Le Capital. Avec Le Capital, on est à plus de 20 000 exemplaires vendus, et ça a été vraiment un gros succès. Bon, le Manifeste du Parti communiste forcément dans la lignée, et après en littérature c'est Les Misérables. D'accord. Voilà. Est-ce que justement c'est pas difficile de positionner en librairie ce genre de titre, parce qu'on peut se dire allez on peut les positionner en manga, mais aussi pourquoi pas quelque part un peu en littérature? Ça a été un défi. Ça a été un défi, et c'est pour ça que sur Le Capital notamment on a pu profiter des réseaux de notre partenaire, l'éditeur Demopolis, qui nous a aidé à placer le bouquin dans des réseaux autres que le purement manga, notamment chez les universitaires, dans tous les livres politiques ou les choses comme ça. Toutes ces librairies-là, on a réussi à les convaincre de prendre Le Capital. Après, sur les titres suivants, c'est plus le fait d'avoir initié la collection nous a permis d'obtenir un espace chez les libraires où, quelque part, nos titres se retrouvaient facilement, dû notamment au succès du Capital. Et pour le coup, est-ce que les libraires sont peut-être plus sensibles, plus attentifs au manga? Parce que des fois, on peut s'apercevoir dans certaines librairies un peu trop généralistes qu'il n'y a peut-être pas trop d'attention, ils ne savent pas trop où les classer, où les ranger. Est-ce que là, pour le coup, ça a quand même initier une attention supplémentaire? Très honnêtement, je pense pas. Non, je pense pas. Le manga souffre surtout d'un prix de vente qui fait que la marge d'un libraire est bien inférieure sur un manga que sur n'importe quel livre ou BD.
Donc c'est pas tellement dans son intérêt finalement, commercialement parlant, de vraiment entre guillemets encourager le manga. Ouais, bon là on rentre dans d'autres débats, Voilà. ce sera pour une autre fois. Mais non, je pense pas que ça ait vraiment aidé, fatalement. Tout récemment, vous avez inauguré une nouvelle collection, la collection Pet, Ouais. avec Plume, l'amour de chaque, qui est signé par Natsumi Hoshino. On connaît la ferveur du public pour tous les personnages kawaii. D'ailleurs, le succès des chatons sur YouTube le montre. Est-ce que c'est une nécessité, à votre avis, d'avoir un titre mascotte ? Est-ce que ça permet là aussi d'amener un nouveau public ? Alors, moi là encore, c'est vraiment un choix de Johanna Ardaillon, donc il faut lui rendre hommage parce que c'est notre meilleur lancement de l'année. Donc moi j'étais un peu plus réticent et elle m'a encouragé à y aller parce que j'avais peur de quelque part la parodie de Chi. Et oui. Comme Chi chez Glénat marche très bien, voilà, j'avais peur d'aller sur ce segment-là, mais elle a réussi à me convaincre de par la qualité du titre déjà, qui graphiquement se démarque de Chi avec un trait plus réaliste. Donc on n'est pas vraiment dans du kawaii à la japonaise, on est dans un traitement plus occidental finalement. C'est pour ça qu'on l'a d'ailleurs traité dans ce sens-là, avec un sens de lecture occidental et avec un traitement qualitatif sur le livre en lui-même. Oui, une couverture, voilà. Un peu rugueuse, un peu différente. Et finalement c'est ce qui a payé, qui fait le succès du titre depuis le début de l'année. Alors, est-ce qu'il y a vraiment un côté kawaii sur le titre là Je sais pas vraiment. Est-ce qu'il y a une forme d'opportunisme ? Certainement, je vais pas vous le cacher. Il y a un succès sur les titres des animaux. Ce titre-là est particulièrement beau. Oui, on a un beau graphisme. Hein. Voilà. Mais on a vu aussi beaucoup de titres sur les chats ne pas réussir des ventes extraordinaires. Donc c'est une petite vague, comme il y a pu y avoir sur les zombies, comme il y a pu y avoir sur les vampires, ou des choses comme ça. Sur les mangas, a toujours suivi les vagues. Parfois, on a même initié certaines. Et donc là, effectivement, la collection Pets, pour l'instant, on commence avec les chats. Progressivement, d'autres animaux arriveront au catalogue. Ah. Et voilà, on va voir comment ça se développe. Mais c'est dans notre volonté permanente d'innovation. Cette création est arrivée. Et puis de diversifier aussi sur d'autres collections. Quels sont les projets justement à venir, peut-être sur certains titres ou sur certaines collections ? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus pour les mois, voire à venir, voire 2015 ? Alors sur 2014, on avait la volonté, en dehors du lancement de la collection Pets, aussi de développer une collection Seinen. Donc on l'avait déjà annoncé l'année dernière. Oui. On a eu du mal parce qu'il y a eu beaucoup de Seinen, notamment tout ce qui est thriller. Il y a Cage of Eden dans le. On a eu Cage of Eden, très bon titre. Qui est un excellent titre. On avait vraiment eu du mal. Par contre, on a voulu continuer à se positionner sur des espèces de horror survival tous ces titres horror survival. Et malheureusement, tous les éditeurs sont dessus. C'est dur de les avoir. Ouais. Donc là, vous voyez en face chez Kiyun, Darwin's Game. Ouais. On s'est battu comme on a pu. Voilà, face à Kiyun sur ce marché-là, alors qu'ils sont spécialistes, on n'est pas de taille. Et du coup, en fait, on avait un autre projet qui était, vu que la collection érotique Eros souffrait face à la concurrence du non censuré, on s'est dit, quitte à être soft, allons vers encore plus soft, mais avec plus de scénarios, comme on l'a pu faire avec Velvet Kiss. Et c'est là qu'on s'est orienté vers des titres comme Prison School, comme Yakuza Love Theory qui sortira en septembre, ou Love Instruction qui sortira en octobre. Donc ces titres-là, qui sont dans une gamme proche de ce qui est fait avec Nozokiana ou Attache-moi, par exemple, et qui sont des titres aussi érotiques que drôles, et vraiment prenants. Prison School d'ailleurs sort pour Japan Expo. Prison School sort ce mois-ci en juillet. Il a d'ailleurs reçu le prix Kodansha du meilleur seinen, il me semble, il y a 2 ans, ou l'année dernière. Donc c'est au-delà même du côté un peu érotique et amusant, c'est surtout très très bien dessiné, puisque c'était l'auteur de Me and the Devil Blue, qui était publié chez Kana. Et c'est très 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 prenant. D'accord, bon seinen à découvrir donc voilà. Prochainement, Prison School maintenant et prochainement dans les mois à venir. Chez Soleil Manga. En tout cas, merci d'avoir répondu à quelques questions. De rien, avec plaisir. Et puis bonne continuation surtout. Merci de même. Un grand merci encore une fois à Soleil Manga, à Claire, Hugues et à Iker Bilbao qui m'ont accueilli sur leur stand pour cette interview. Merci également à l'équipe de Japan Expo qui a permis cette rencontre. Ces numéros d'Anime News, ce 193e Anime News touche à sa fin. Je vous remercie bien entendu de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à suivre mon compte Twitter, Alex_anime_GK, puisque l'actu se vit bien entendu au quotidien. Ce replay vidéo, comme chaque semaine, est visible bien entendu sur le site de Generic Kids, sur YouTube, Dailymotion et surtout chez notre partenaire SunUp, que je remercie chaleureusement au passage, sunup.fr.
Sun Up, c'est aussi l'occasion de découvrir des tas d'autres choses, des tas d'autres rencontres qui ont trait au Japon et à l'archipel qui nous fait tant rêver. Le second rendez-vous animation japonaise de la semaine, c'est bien entendu avec Anime Story. Chaque mercredi, je vous parle d'une série que vous avez aimée, alors profitez-en, redécouvrez d'anciens Anime Story. C'est le mercredi à partir de 21h et c'est rediffusé jusqu'au dimanche à 17h. Anime News, c'est fini pour cette semaine, mais je vous donne rendez-vous bien entendu la semaine prochaine. Restez fidèles à l'antenne de Générique Kids, les programmes continuent. Vous êtes sur Générique Kids, vous êtes bien, c'est l'été alors restez-y.